Monsieur Péguin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur commercial de la société Eurorelais Tout à fait. Mamers. Tout à Ça fait. se prononce Mamers ou Mamers? Mamers, Mamers, dans la Sarthe. dans la Sarthe, voilà. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société, s'il vous plaît? Alors, ma société, c'est un grand mot. Je suis donc directeur commercial de Trigano. Eurorelais fait partie du groupe Trigano, le premier fabricant européen de véhicules de loisirs, avec des marques de camping-cars comme Chausson, Challenger, CI Mobile, Adria. Et de par ce fait, dans les années 80, notre PDG a acheté la conception des aires de camping-car Eurorelais. On développe cette marque depuis ces années-là. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 aires de service en France et en Europe. Alors, ça faisait partie justement d'une question que j'allais vous poser. Combien il y a de bornes en France installées, toutes marques confondues? Alors c'est difficile de chiffrer exactement parce que vous avez à la fois des aires artisanales qui ont été faites par les municipalités, donc ça comprend juste une arrivée d'eau et de quoi vidanger. Et après vous avez toutes les aires faites par des fabricants comme Eurorelais. Donc moi j'estime à peu près à 4000 aires faites par les fabricants et on peut dire que Eurorelais en possède la moitié aujourd'hui. Est-ce que ce nombre augmente ou de bornes augmente ou il diminue? Oui, chaque année, pour Eurorelais, on fait à peu près une centaine de bornes supplémentaires et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Alors qu'est-ce qui motive une commune à installer une borne? Moi, je pense qu'en premier lieu, c'est l'aspect touristique, c'est gérer l'afflux et faire venir les camping-caristes dans les villages, parce que bon, les camping-caristes ont généralement un pouvoir d'achat et c'est intéressant de les faire venir. Après, c'est aussi gérer le flux de ces gens-là, le stationnement, maîtriser tout cela. Et comment se passe le processus de décision? Ça va dépendre d'une municipalité à l'autre. Maintenant, évidemment, quand vous avez une municipalité, vous avez de plus en plus de camping-caristes. Le conseil municipal, le maire décide de gérer cela en proposant d'implanter une aire de service ou une aire d'étape dans sa municipalité. Est-ce qu'il y a des appels d'offres? Alors, les appels d'offres, ça va dépendre un petit peu du montant, parce que aujourd'hui, en 2018, bientôt 2019, le seuil des marchés publics est à 25 000 €. Donc, si vous faites juste une aire de service, c'est-à-dire permettre aux camping-caristes de venir vidanger, prendre de l'eau, là, vous allez être en dessous de ce seuil-là. Maintenant, si vous faites une aire d'étape, c'est-à-dire à la fois offrir cet aspect service et faire la gestion du parking des camping-cars, là ça va être beaucoup plus conséquent puisque vous allez avoir tout un aspect voirie important à réaliser et on peut tomber sur des aires qui peuvent coûter une centaine de milliers d'euros. Donc là on rentre dans le cadre d'un marché public et donc il y aura un appel d'offres. Et si on prend que la borne en elle-même, ça va de combien à combien à peu près? Alors une borne, suivant les modèles, un ou deux véhicules, etc., on va considérer que c'est entre 2 000 et 15 000 € parce que vous avez aussi les moyens de paiement qui vont faire que la borne sera plus ou moins chère. Et quels sont les financements pour l'installation? Est-ce que les communes ont le droit à des financements? Suivant les départements, les régions, elles peuvent avoir des subventions. Vous avez des régions touristiques qui sont très intéressées et qui financent généralement, qui aident les municipalités à investir dans ce type de produits. Alors, est-ce que c'est rentable pour une commune d'avoir une aire? Là, ça c'est la question. Une commune n'est pas forcément là pour faire de l'argent, mais évidemment que si vous avez une aire qui accueille plus de 100, 200, 300 camping-cars par jour, il n'y a aucun problème de rentabilité. Et si on parle maintenant un peu plus technique, quelles sont les caractéristiques techniques qu'une borne doit avoir? Les caractéristiques techniques, déjà vous avez une borne qui peut gérer jusqu'à 2 véhicules, un ou deux véhicules donc. Après, la borne, bien sûr, elle doit offrir l'aspect vidange des eaux grises, des eaux noires. Elle doit permettre aux camping-caristes
de faire ses recharges en eau, voire en électricité. Ça, c'est le plus important. Après, techniquement, il va falloir pouvoir permettre aux camping-caristes de payer son service ou pas. Hein. Vous avez encore des municipalités qui offrent le service, même si c'est le moins dans l'air du temps. Donc le client va pouvoir payer soit par jeton, par pièce ou par carte bancaire et peut-être par d'autres moyens de paiement dans les années à venir. Donc ça, ce sont les différents types de bornes. Il y a d'autres Oui. caractéristiques par rapport à... Après, vous avez les bornes qui sont faites avec des coques polyester. On en propose, Eurorelais en propose. Vous avez les bornes avec des châssis métalliques, soit en inox, soit en acier. Voilà à peu près les caractéristiques techniques aussi. Après, vous avez bien sûr le fonctionnement du service d'eau avec des boutons de Presto ou des électrovannes. En gros, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne justement à l'intérieur de la borne? Quand on met le jeton quand vous mettez un jeton pour une borne Eurorelais classique, vous avez soit le choix du service électricité ou eau. Bon, généralement, 99% des clients viennent se servir en eau, donc ils vont choisir l'eau. Et là, la municipalité a réglé la borne avec nos services pour que le client puisse prendre environ 100 litres d'eau maximum. C'est un minuteur ou comment ça se passe, une électrovanne? C'est un électrovanne qui va fonctionner pendant un temps donné qui permettra de donner jusqu'à 100 litres d'eau. Et nous pouvons arrêter le service, bien sûr, si le client ne prend pas ses 100 litres d'eau. Est-ce que toutes les bornes sont utilisables en hiver? Pas toutes, mais maintenant, nos services commerciaux, techniques, incitent les municipalités à équiper les bornes avec nos équipements hors gel et nous isolons l'intérieur des bornes. Donc ça se passe comment? C'est de la simple isolation ou il y a des trucs? Il y a un petit chauffage à l'intérieur de la borne quand on prend l'équipement hors gel. Et puis vous avez tous les tuyaux qui sont recouverts d'un fil chauffant. D'accord. Et ça va jusqu'à moins combien alors si on peut... Aujourd'hui, dans des régions en altitude, on peut avoir des aires de service jusqu'à moins 5, moins 10 degrés. D'accord. Mais là, il faut vraiment prendre notre équipement, parce que sinon, forcément, ça ne fonctionnera pas. Et là, ces bornes-là doivent être équipées avec des électrovannes, parce qu'il ne faut pas... les systèmes avec Presto, là, fonctionnent beaucoup moins bien. C'est quoi le système avec Presto? Presto, c'est les boutons pression. Parce que là, vous pouvez avoir du gel au niveau de ces boutons. Et quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une borne? Comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord créer le châssis. Le châssis est peint, il arrive ensuite à la zone de montage. Et là, vous avez des techniciens qui vont faire tout l'aménagement intérieur de la borne, l'isolation, puis après le montage de la partie plomberie et de la partie électrique. D'accord. Qui fait l'entretien des bornes? Ça reste des modèles simples, donc généralement les municipalités entretiennent elles-mêmes la borne. Il n'y a pas vraiment d'entretien, à part le nettoyage de la borne. Il n'y a pas de contrat d'entretien? Non, il n'y a pas besoin de contrat d'entretien. Et quelles sont les problématiques d'installation d'une borne pour vous? Les problématiques d'installation, ça va surtout être bien respecter nos plans d'installation, puisque la borne a une partie enfouie dans le sol. Vous avez aussi des caniveaux de vidange qu'on appelle les eurodrains, donc il faut les positionner correctement. Donc là, il y a une étude qui est faite avec l'entreprise de travaux publics qui va poser notre borne. Eurorelais n'installe pas les bornes, nous ne sommes pas un TP, nous sommes fabricants de la borne, mais par contre nos services techniques se mettent en relation avec les TP qui vont installer le produit sur les aires de service. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des innovations concernant les bornes de service à l'avenir? Moi, je pense que les innovations, ça va être surtout sur le mode de paiement. Faciliter un paiement, je pense que les paiements par jeton, pièces, vont devenir un peu obsolètes, déjà parce qu'il faut les protéger du vandalisme, ces bornes-là. Et aujourd'hui, on peut considérer que la population a quasiment un smartphone, donc je pense que le paiement via son téléphone deviendra à l'avenir des bornes de service.
ce qui permettra à la municipalité d'avoir une gestion facile aussi de la partie financière, parce que gérer des pièces dans une borne, c'est compliqué. C'est pas toujours facile de Voilà, trouver un donc jeton, demain, de fermeture. voilà, demain avec les applications smartphone et via les services comptables, ça sera beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Alors, dernière question, il y a beaucoup de camping-caristes qui critiquent la prolifération des chaînes d'air, Oui. sans citer de marque. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de borne de service, d'air de service? Ah bah, c'est sûr qu'il y a quelques entreprises qui offrent, c'est une privatisation un petit peu. Maintenant, je pense qu'ils critiquent surtout l'aspect financier de ces aires-là, aux communes de voir ce qui est le plus intéressant. Et dans cette période un peu compliquée politiquement, je pense que tout le monde a intérêt à donner de l'attention à ça, que le camping-cariste vient avant tout en vacances, a choisi ce type de véhicule pour sa liberté et son rapport financier intéressant. Si demain la donne change, effectivement, les aires de service pourraient être tentées à disparaître aussi. Merci de votre accueil, monsieur. De rien, merci.